Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour, bonjour. Pierre. Bonjour Pascal, bonjour Mehdi, bonjour Yasser. Bonjour. Voilà. Alors je vois qu'on est déjà une quinzaine de connectés. Donc on a un petit peu d'avance, 1 minute d'avance exactement. Donc je vais laisser le temps aux invités de se connecter, de prendre leur marque sur la plateforme. Et on se retrouve d'ici une petite minute. À 10h30, l'heure a commencé, les gens se connectent au fur et à mesure. Le temps que tout le monde se connecte, je vais en profiter pour déjà vous dire bonjour à tous et vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la plateforme si vous ne connaissez pas Livestorm. Donc très, très basique, hein. Vous avez le chat, l'onglet chat sur la droite, également un onglet questions. Donc vous êtes bien sûr les bienvenus pour échanger avec nous tout au long de ce webinaire par chat. Bonjour Jérôme, je vois un message de votre côté et bienvenue. Vous avez également du coup un onglet questions sur lequel vous pouvez nous poser les questions. On les prendra tout au long du webinaire. On attendra la fin de chaque partie pour prendre des questions. Bonjour Amine, enchanté. Et autre information, donc ce webinaire est enregistré. Donc vous aurez le plaisir de pouvoir le revisionner après coup si vous avez manqué des parties, et si jamais vous devez nous quitter en cours de route, vous recevrez un lien juste après la fin de ce webinaire. Bonjour Olivier, je ne pourrais faire que les 30 premières minutes, je visionnerai. Très bien, 30 minutes, normalement c'est ce qu'on a prévu sur le contenu principal. On a prévu un petit 10 minutes de Q&A, puisqu'effectivement on a prévu 45 minutes de webinaire pour avoir justement le temps d'échanger et de dépasser si nos intervenants que je vais vous présenter juste après sont un peu trop bavards. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Basma. Eh bien, je vois que du monde se connecte. Ce que je vous propose, c'est qu'il est 10h32. Je vous propose de commencer. Bienvenue à tous, pardon. Je m'appelle Pierre Bonnefoy. Donc, moi, je suis responsable marketing chez GoNDev et j'ai l'honneur de vous présenter ce webinaire, ce nouveau webinaire autour de la dette technique et de l'IA. Donc, vraiment, comment gérer votre dette technique grâce aux nouvelles technologies qui sont à nos dispositions aujourd'hui. Donc, j'ai déjà fait une petite présentation de la partie logistique, hein. Donc, vos micros sont coupés et caméras également. N'hésitez pas à vous poser vos questions tout au long du webinaire. Et encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, le webinaire est enregistré et vous pourrez du coup le revisionner à votre guise par la suite. Je vais maintenant m'occuper de présenter les intervenants qui sont au nombre de 3 aujourd'hui. Donc, nous avons Pascal Rélier, donc, fondateur et CEO de GoNDev, qui va avoir l'honneur de présenter, de faire l'introduction de ce webinaire et nous présenter un petit peu la société. Nous aurons également Madi El Jaweri, CTO chez GoNDev. Et enfin, Yasser Gebari, responsable du pôle IA, toujours chez GoNDev. Bonjour à vous, messieurs. J'espère que vous allez bien. On va très bien. Merci on a Pierre. On a du monde pour ce webinaire. Exactement. Au sommaire de ce webinaire, donc très rapidement, donc, comme je l'ai dit, Pascal nous fera une introduction de la dette technique et présentation de GoNDev. Puis Yasser s'occupera de présenter. Non, Madi, c'est bien ça, s'occupera de présenter les enjeux de la dette technique. Yasser montrera un petit peu les domaines d'utilisation de l'IA et on rentrera dans le concret à nouveau avec Madi autour
de 2 cas d'usage, dont un en particulier avec une live démo. Et derrière, bien sûr, les questions. Pascal, je te laisse la parole. Ouais, volontiers. Bah, écoute, merci Pierre pour cette introduction. Donc, d'après les chiffres qu'on a pu recueillir et les témoignages de nos clients qui sont assez nombreux aujourd'hui, d'ailleurs, je les remercie chaleureusement, entre 15 et 35% de votre budget est absorbé par le poids de la dette technique. Ce chiffre varie bien sûr en fonction de la maturité de la société, et même s'il est synonyme de richesse fonctionnelle, donc il faut voir quand même le bon côté des choses aussi, il peut devenir rapidement un vrai fardeau pour l'entreprise et menacer sa compétitivité, notamment pour les éditeurs de logiciels. C'est la raison pour laquelle dans le haut de la liste, on retrouve parmi vos défis actuels, la dette technique. Alors, vous en avez d'autres, ça on en est conscient aussi, même s'ils sont quand même tous assez intimement liés. Et cette dette technique a 3 impacts majeurs. D'abord sur les coûts directs, sur vos coûts directs, avec une inflation de la maintenance corrective, un ralentissement des nouveaux développements, avec une complexité accrue du code qui ralentit les évolutions. Les coûts indirects, c'est votre time to market s'en trouve aussi ralenti, puisque vous rencontrez des difficultés à livrer rapidement de nouvelles fonctionnalités face à des concurrents qui peuvent être plus agiles. Il y a aussi une attrition des talents. Les équipes techniques, on le sait bien, fuient les environnements trop obsolètes. Et puis enfin, des risques opérationnels liés à l'indisponibilité, aux indisponibilités, à des failles de sécurité, à l'incompatibilité avec les environnements modernes du type cloud, mobile ou API. Et puis, troisième conséquence, un peu plus haut niveau, c'est le coût d'opportunité. Avec, là, le corollaire, c'est une incapacité à capter de nouveaux clients ou marchés sans offre SaaS, avec des API ouvertes ou l'intégration de nouveaux partenaires. Et également, une difficulté à suivre le train de l'innovation au travers de l'IA, on va en parler tout à l'heure, de l'automatisation et des microservices. En résumé, le vrai challenge qui s'offre à vous, c'est de maintenir l'ancien tout en développant le nouveau, quoi. Alors, sur le slide suivant, je vais vous faire rapidement, au travers de 2 slides, parler de GoAndDev. Donc, au sein de GoAndDev, grâce à l'expérience accumulée au travers des projets de migration qui nous sont confiés, en matière de refonte, de refactoring, de migration, comme je disais, que nous confient nos clients, et notamment nos clients éditeurs, puisqu'on est bien présent auprès de ce marché. Et en associant notre pôle IA Innovation, nous souhaitons vous partager notre taux d'expérience. Alors, pour rester focalisé sur notre sujet, GoAndDev, avec son siège à Paris, et son Delivery Center à Rabat, qui comprend à peu près une centaine d'ingénieurs. Nous sommes bien armés pour prendre en charge vos projets de réduction de dette technique. En effet, grâce à notre modèle original de nearshoring associé à notre maîtrise des outils IA, nous pouvons potentiellement diviser par un facteur de 4 le coût total de vos projets de réduction de dette technique face aux approches traditionnelles. Voilà rapidement l'introduction que je voulais faire sur les enjeux des techniques et notre positionnement. Maintenant, je dirais place à nos experts, et notamment à nos CTO Mehdi, pour entrer dans le vif du sujet. Merci Pascal pour l'introduction. Et donc, on va parler des enjeux de la dette technique. La dette technique est un majeur... La dette technique est un enjeu majeur pour tous les éditeurs de logiciels. C'est réduire cette dette ne relève pas uniquement de la technique. C'est un levier stratégique qui touche plusieurs dimensions. Donc, première chose, sur le plan technique opérationnel, c'est la garantie du code de meilleure qualité, plus robuste, et un cycle de développement accéléré, moins de bugs, moins d'incidents et plus d'automatisation. Ensuite, il y a l'enjeu client e-business, un logiciel fiable permettant qu'il évolue rapidement face aux besoins du marché. Cela se traduit directement par une meilleure expérience
utilisateur et une grande satisfaction client. Et sur le plan économique, bien sûr, c'est réduire la dette technique, c'est moins de coûts de maintenance et plus de ressources disponibles pour innover et développer de la valeur ajoutée. Et enfin, sur l'enjeu stratégique, donc une meilleure scalabilité, une conformité accrue en matière de sécurité, de réglementation, c'est ce qui permet à l'entreprise d'évoluer sereinement et préparer l'avenir. Voilà. En résumé, la dette technique, ce n'est pas seulement un problème de développement, mais c'est un sujet qui touche directement la performance, la compétitivité et l'image de l'entreprise. Voilà, notre méthodologie proposée à ce propos, repose sur 4 étapes éprouvées. Un diagnostic de la dette technique assisté par l'IA. Ensuite, un plan d'action priorisé selon l'impact. Un refactoring accompagné, bien sûr, il y aura accompagné entre humain et l'IA, plus l'automatisation des tests. Et enfin, la mise en place d'un backlog technique piloté par la valeur. Cette approche permet un déploiement rapide, sur mesure, en combinant la puissance des outils IA avec l'expertise humaine. Et du coup, je vous laisse maintenant avec Yasser, notre expert IA, qui pourra continuer avec vous. Merci Mehdi. Alors, je pense qu'on tous les présents ici aujourd'hui ont une expérience, on va dire plus ou moins approfondie sur l'usage de l'IA, à commencer par du chat avec ChatGPT jusqu'à des usages plus avancés. Et donc, on a essayé de dresser une sorte de cartographie d'outils, de compétences dans lesquelles l'IA peut être utile quand on a un sujet de dette technique entre les mains. Alors, sans vouloir être exhaustif, on a 5 grands domaines de compétences dans lesquels, en tant que Go and Dev, on a eu l'occasion d'utiliser l'IA dans des projets actuels ou plus anciens. Donc, le premier, c'est l'enrichissement du contexte. Si vous avez eu l'occasion d'utiliser des outils d'aide à la génération du code, vous avez sûrement dû constater que le code ou que l'IA est assez peu performante quand il s'agit de regarder l'ensemble du projet. Donc, quand on a des tout petits projets de 3-4 fichiers, c'est assez simple, mais dès qu'on a des grands projets, l'IA va avoir du mal à vraiment garder ce contexte-là en mémoire et de raisonner dessus. Et donc, ces réponses vont être moins pertinentes. Donc, on a un petit outil à vous présenter qui permet d'aider sur cette partie-là. La recherche de code. Donc là, on a une base de code qui est assez riche. On a envie de faire des recherches de fonctions. Quelle est la fonction qui fait telle ou telle chose? Le troisième élément, c'est l'automatisation des tests. Donc, il y a plusieurs niveaux de tests. On va plutôt focaliser sur les tests end-to-end. La partie CI/CD, donc, pour aider les DevOps à comprendre, donc non seulement à automatiser, mais aussi à comprendre quand il y a des problématiques de pipeline. Et puis le dernier, qui est probablement le plus démocratisé aujourd'hui, avec les outils comme Copilot, par exemple, pour aider à générer du code. Donc, allons directement sur la première compétence. Donc, il y a un petit outil assez intéressant qu'on a découvert, qu'on a eu l'occasion d'utiliser, qui s'appelle Git Ingest, et qui permet, donc, à travers l'URL du projet sur Git, d'avoir une compréhension, déjà une structure complète du projet. Donc, ça ressemble humainement, on va dire, à quelque chose de lisible à droite. Et puis, ça permet d'intégrer ces éléments-là dans le contexte, donc avec le prompt du LLM, pour lui permettre de raisonner sur le projet. Ça ne résout pas 100% des problématiques d'enrichissement de contexte, mais ça permet d'avoir une amélioration d'un ordre de grandeur par rapport
par rapport à cette compétence-là. Donc ici, ce sont les résultats, on va dire l'interface qu'on utilise pour interroger un contexte plus grand que celui que le LLM a l'habitude d'avoir. Le deuxième point, donc ça c'est une bibliothèque, enfin, c'est un outil open source aussi, comme le premier qu'on a eu l'occasion d'utiliser sur plusieurs projets, qui s'appelle Open Rewrite et qui permet d'avoir des recettes de refactoring, en particulier sur Java. Java qui est un langage très concerné, on va dire, par des techniques, vu l'ancienneté du langage. Et donc, avec un outil comme OpenRewrite, on a une très grande bibliothèque de recettes de refactoring. Ça existe même avant les LLM et avant l'IA générative, mais avec l'IA générative, on a une nouvelle façon, on va dire, un upgrade d'usage, parce qu'on est capable de rechercher en langage naturel les recettes, on est capable d'avoir des recommandations d'upgrade en langage naturel, et puis on est capable de rechercher du code pareil en langage naturel, et donc ne pas tomber dans les travers de rechercher les noms des fonctions, les noms des variables de manière exacte, mais plutôt ce que fait la fonction, et l'IA est capable de nous aider à la retrouver dans le code. Un troisième élément, c'est les tests. Si vous êtes familier avec les tests end-to-end, donc c'est ce qui permet de valider qu'un outil continue à faire ce qu'on lui demande, à bien réaliser un scénario de test métier, on va dire. Il y a un outil qui s'appelle Playwright, qui a été enrichi avec de l'IA et qui permet aujourd'hui d'écrire les scénarios en langage naturel. Plutôt que de les coder. Donc, très intéressant. Pourquoi? Parce que ça commence à rapprocher un peu plus les tests end-to-end du métier, à savoir que justement les tests end-to-end, c'est des choses qui se rapprochent de plus en plus de l'utilisateur final. Et pour finir, je présente GitLab Duo, qui est probablement un des outils les plus connus. Donc, c'est l'équivalent de GitHub Copilot, mais qui va un peu plus loin, dans le sens où il va permettre d'analyser les erreurs de la pipeline CI, d'analyser la pipeline CI, et puis, pareil, en langage naturel, on peut converser avec pour pouvoir les adresser, les corriger et relancer. Et donc, la cinquième famille, c'est l'aide à la génération du code. Et pour cela, je vais laisser Mehdi vous présenter un cas d'usage sur lequel on a travaillé, mais peut-être que Pierre... Juste avant, Yasser, j'ai une ou deux questions qui sont tombées dans le chat, enfin dans la partie questions. D'ailleurs, je vous rappelle, chers invités, que vous pouvez poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Yasser, du coup, première question qui te concerne, c'était donc, est-ce que tous ces outils sont open source? Oui, tous les outils qu'on a présentés sont open source. Alors, GitLab Duo, c'est un peu particulier, ça l'est pas parce que c'est associé à GitLab, mais les autres outils, c'est open source, et puis c'est OpenRewrite en particulier, il est très enrichi par la communauté, mais il y a aussi une société qui en assure le développement principal. Ah, très bien. Et justement, concernant OpenRewrite, on a un Jérémy qui nous demande si ça ne concerne que Java ou d'autres langages sont... À ma connaissance, ça ne concerne pas que Java. Donc, c'est utile pour d'autres langages, en particulier Kotlin, mais il y a aussi d'autres langages. C'est vrai qu'on a beaucoup de projets sur Java, donc nous, on l'utilise essentiellement pour Java. Et puis après, ça dépend de la richesse de la bibliothèque. Donc, rien n'empêche de l'utiliser sur Python, mais la bibliothèque de recettes sur Python est beaucoup moins riche que celle de Java. Java, on est vraiment sur une couverture fonctionnelle très, très étendue. Ok, très bien. Pas d'autres questions jusque-là. Par contre, vous allez tous voir un petit sondage apparaître en bas à droite.
Vous pouvez y répondre dans les prochaines minutes pendant que Madi fait la présentation du cas d'usage. C'est juste pour avoir une petite idée de votre utilisation de l'IA dans votre quotidien. Madi, à toi la parole. Merci Pierre. Merci. Et donc, sur les cas d'usage, parmi les différents cas utilisés, on a choisi que deux pour vous parler de ça. La première, il s'agit lors d'une mission de migration de Java 11 vers Java 21. Donc, l'IA nous a aidé à cartographier méthodiquement notre écosystème technique et à analyser l'arbre de dépendance de chaque service, parce qu'il y a une vingtaine de services à migrer. Et donc, pour chaque service Java, pour identifier les incompatibilités critiques, comme par exemple le passage de Javax vers Jakarta, l'abandon de SpringFox vers SpringDoc et OpenAPI. Donc, l'IA a tracé une roadmap de migration couche par couche en priorisant les composants les moins dépendants vers les plus critiques. Cette analyse systématique nous a permis d'établir une matrice d'impact et de définir les prérequis techniques pour chaque étape. Voilà. Et concernant le deuxième cas d'usage, ça sera une démo que je vais faire. Il s'agit d'une application, en effet, que nous avons développée en interne chez OneDev. Il y a la partie front-end qui s'agit d'une formulaire à remplir en passant les informations l'URL de Figma, c'est-à-dire l'URL de notre design. Ensuite, il y a la documentation de OpenAPI. Et puis, cela envoyé à notre moteur IA qui va au début récupérer la description et les informations, les images, les fonds, les interactions de Figma. Ensuite, les analyser avec un agent. C'est un développement multi-agent. Donc, il y a un agent d'extraction, deuxième agent qui va faire l'analyse, le raisonnement avec Gemini. La vectorisation des informations dans une base vectorielle. Bon, ça, c'était Weaviate. Et puis, demander à notre agent spécialisé dans la génération du code, c'était CodeStral de Mistral, qui permet de faire cette génération. Et à la fin, il y a tout un agent d'assembly et de packaging qui se lance pour créer réellement le projet. Et donc, je vous laisse, je vais partager mon écran pour vous présenter réellement ce que je suis en train de dire. Donc, l'écran. Merci Madi. En attendant, je vois dans le sondage effectivement que on est, je m'inclus dedans, très nombreux à se servir de l'IA tous les jours pour le boulot. 75%, 76% au total, 78%, ça ne cesse d'augmenter. 25% un tout petit peu et personne ne se sert jamais de l'IA. Donc on voit qu'on est déjà sur une population assez éduquée, assez mature. Moi, c'est ce que je peux voir effectivement aussi dans mon entourage. Aujourd'hui, l'IA devient indispensable. Après, maintenant, la question, c'est jusqu'où on peut s'en servir. Et Madi, tu vas nous donner un bon exemple des prouesses qu'on peut faire. Tout à fait. Donc, en effet, l'application que nous avons réalisée, il s'agit d'un moteur de génération du code front-end, purement dédié au front-end. Quel que soit le framework derrière, est-ce que c'est du React, Vue.js ou Angular. Donc, je prends un URL Figma. Juste, il faut qu'on aura l'accès au Figma. Donc, je charge les pages du Figma existant. Il n'y a qu'une seule page dans celui-là, ce sont les pages ici. Ensuite, il y a les layers. Pour faire cela très rapidement, je peux passer toutes les pages, mais ça prend énormément de temps pour la démo. Donc, je vais choisir parmi les layers que je veux générer. Je prends l'identifiant, c'est une page de... Identifiant, c'est une page de quoi? D'authentification. C'est une page d'authentification, celle-là, celle-ci. Voilà, donc quoi d'autre il y a les trois frameworks Vue, Angular, et chaque framework il y a les fonctionnalités Vue qui vont être pris en compte. Quand je mets Angular, on est sur des signaux, Signal, RxJS
et TypeScript. Lorsqu'on est sur Angular, React, on est sur les hooks de React, les functional components et toujours du TypeScript. Derrière, nous avons on peut modifier un projet existant, c'est-à-dire l'enrichir et du coup on définira le path. Sinon, un nouveau projet et on donnera par exemple live démo avec du React cette fois-ci. Et ici, c'est optionnel, mais on peut fournir effectivement la documentation des API. Là, j'ai une documentation à fournir. Voilà, je prends cette documentation. Je passe. C'est une exportation de OpenAPI, c'est-à-dire de Swagger. On a exporté les documentations fournies là-bas. Et du coup, lorsque je clique sur génération, il y aura l'extraction au début. Donc, on va voir ici, c'est les événements qui sont en train d'enchaîner. Il y aura une extraction de Figma. Par la suite, la vectorisation est réalisée. Ensuite, il y aura Gemini qui commencera l'analyse. Et donc, cette analyse-là va décrire par la suite le nombre de fichiers à générer, comment ils seront décortiqués, toute la partie design et le développeur censé se focaliser sur la partie métier du projet lui-même. Et cela, ça va aussi s'en servir sur le plan, par exemple, lorsqu'on est sur des design systems, là où il y a purement de l'intégration, il n'y a pas des couches métiers. Donc, ce générateur pourra effectivement accélérer le travail des développeurs d'une manière significative. De toute façon, c'est un mariage entre la puissance de l'IA et des outils d'IA, plus l'expertise humaine qui vont faire une accélération de réalisation sur ce type. Donc, Gemini a terminé déjà sa partie de raisonnement. Donc, et du coup, il a planifié 6 fichiers pour Mistral. Mistral, il va comprendre ce que Gemini a préparé et donc il commencera la génération du code de ce que Mistral avait demandé. Donc, ce sont des communications qui se fait l'un après l'autre entre les deux agents. Et voilà, finalement, donc on a le projet assembly et le packaging qui fait. On pourra télécharger le projet. Donc, je prends le projet téléchargé en question. Je vais. C'est 6 Z. Alors, en attendant l'ouverture, je profite pour dire qu'on a fait exprès d'avoir deux LLM différents sur le même projet. C'est aussi une façon de montrer une best practice qui est que on n'est pas nécessairement obligé d'avoir le même LLM sur l'ensemble d'un projet. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes compétences. Certains sont meilleurs pour le raisonnement, d'autres sont meilleurs pour la génération du code. Donc, il faut pouvoir raisonner en multi-agent et donc réussir à avoir le meilleur sur chaque maille. Tout à fait, merci effectivement, c'est pour la précision. Donc, il y a sur le projet généré, au début, on a donné live démo. Donc, c'était le name qui est pris en considération dans le package du projet. On trouvera que les Tailwind, par exemple, comme librairie demandée qu'on l'utilise dans les plans. Donc, c'est utilisé pour que ça facilite l'intégration de la partie CI. On va voir les assets qui sont les images existantes dans la première interface qu'on a vue sur Figma. C'est la partie gauche, la partie droite. Donc, ils sont aussi récupérés automatiquement. Et puis, les components sont créés. Et on va voir les components de ce formulaire. Il y a un bouton checkbox, des inputs, il y a select. Du coup, ici, on trouve un server selector avec toute la partie icône derrière, la liste, etc. Donc, prêt à l'utilisation. Ensuite, il y a les input files avec l'icône à gauche que vous voyez ici, donc sur les différentes icônes.
et l'input qui part avec. Et ce sont des composants réutilisables. Ce sont des props à passer pour réutiliser ce type de fonction. Pareil ici, et on trouvera aussi, ce sont des checkbox générés. Donc, il y a des props à passer pour si on veut afficher les labels et les différents props à passer. Et puis le bouton, vous avez vu, avec son style, en Tailwind, etc. Donc tout cela est bien intégré et ce Liveform-là va commencer d'appeler les différents composants. Donc celui-là englobe l'ensemble des composants générés ici, le bouton, le checkbox, les input files et les server selectors. Donc celui-là, il va appeler des services qui sont générés à partir de ce qu'on a fourni comme documentation. Donc on a toute la partie des documentations générées. L'appel des web services aussi, il est bien pris en compte pour la partie login, pour la partie récupération des serveurs, la partie login, le forgout, le refresh token, ainsi de suite, jusqu'au CMI, c'est-à-dire voir les informations d'un utilisateur connecté. Donc, les hooks de React sont générés aussi pour gérer les formulaires, le state de formulaire et aussi gérer les states des données du server, les server selectors, c'est-à-dire la liste des serveurs utilisés à ce stade-là. Donc, le code, c'est un code aussi clean, aussi qui ne contient pas des commentaires to-do, machin, etc. C'est un code prêt à partir à la prod, on peut dire. Il manque certains JSDoc qu'on a enlevé exprès parce que ça consomme aussi en nombre de prompts de génération et cela pourra impacter. Donc voilà, c'est un code bien fait qui pourra être prêt à l'utilisation. Et voilà, donc à ce stade-là, on peut dire que notre LLM a pu générer pratiquement ce qu'il faut pour lancer l'application. Finalement, on a ajouté une petite qualité report de ce qui était généré pour dire, voilà, c'est des warnings sur l'impact, l'absence des JSDoc, etc. Il y a aussi quelques area hidden, les accessibilités, ce sont les areas dans les différents composants générés qui donnera déjà, parce que de toute façon, cela va accélérer le travail d'un développeur. Et du coup, le développeur pourra, à partir de ce résultat-là, commence à adapter s'il y a des choses à adapter à ce propos, que ce soit au niveau des accessibilités, les areas hidden, les areas labels, etc. Ou bien si on souhaite ajouter des JS doc et autres. Voilà. Donc, Merci Mehdi pour cette démo live, quelque chose de vraiment très concret et très, très intéressant. Je vais remettre la présentation en grand écran pour tout le monde. Et Yasser, du coup, tu vas pouvoir prendre la suite. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci Mehdi pour la belle démo. Alors, qui montre très clairement qu'on peut utiliser l'IA pour aller assez loin. Alors, en particulier, ici, c'est un sujet de développement d'interface front. Je me permets quand même de remettre quelques limites en tête, quitte à dire des choses qui sont déjà connues, mais globalement, l'IA reste assez challengeable sur le contexte. Donc, sur un petit projet, la performance est redoutable. Sur des grands projets, il faut prendre un peu plus de recul, en particulier parce qu'elle n'a pas la capacité à regarder l'ensemble du projet. Donc, il y a quelques outils qu'on a montrés au début de la présentation qui permettent de pallier ce manquement, mais ça reste toujours un sujet, en tout cas de développement aujourd'hui dans le monde de l'IA. Le deuxième risque, et ça on le voit même ailleurs que dans le monde de la tech, c'est le risque de surconfiance. On pose la question, la réponse a l'air, on va dire, sur la forme et à première vue correcte, robuste, fiable, mais pour certaines personnes, ça permet de baisser la garde. Et donc, c'est vraiment la chose à ne pas faire.
donc que ce soit en développement ou ailleurs. C'est probablement aussi l'élément le plus important dans le travail aujourd'hui d'un développeur. C'est peut-être de réussir à prendre le recul et puis de challenger ce qu'a proposé l'IA, de le tester, d'avoir des sanity checks. Voilà. Et pour ne pas tomber dans ce risque de surconfiance. Et puis après, pour finir, il y a quelques coûts cachés, et en particulier, imaginons un projet qui est fait 80% par l'IA et on n'a pas pris le temps de vraiment challenger chaque bout et puis prendre le temps de le documenter et prendre conscience de ce qui a été codé. Ça peut être assez difficile de re-rentrer dans le projet plus tard et puis de corriger les choses et même de comprendre la logique qui a débouché sur une fonction qui marche bien, mais qui n'a pas prévu certains edge cases qui n'avaient pas été mentionnés dans les prompts. Et donc, quand on a envie de les remettre à la main, ça peut être assez délicat parce qu'on a laissé faire l'IA un peu trop vite, de manière excessive. Voilà, petit mot de conclusion, je laisse cette slide ici parce que ça permet de résumer un petit peu ce qu'on a dit, où l'IA peut être utile dans un contexte de réduction de dette technique, l'analyse de code, le refactoring dans le sens le plus général, les tests automatisés, on a parlé des tests end-to-end, mais il y a aussi des tests unitaires, l'automatisation du backlog technique qui peut faire vraiment le lien entre le langage naturel et le code. Et puis le dernier élément, c'est l'automatisation et l'analyse de la pipeline CI/CD. Merci beaucoup. Pierre, je te remets la main. Merci beaucoup Yasser, vraiment passionnant. On va pouvoir prendre quelques questions. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Et je vois qu'on a quelques questions dans le chat. Donc, destiné à toi, Mehdi, principalement. Question de Cyril. Est-ce que ce code que tu nous as montré est directement compilable? Et deuxième question, toujours de Cyril, c'est grosse maille, c'est quoi la proportion de rework requise par le dev derrière? Donc, pour la première question, sur la première tâche, pour qu'il soit effectivement il est directement compilable, sauf que la première chose, c'est donner l'autorisation à un Shaun sur le package.json pour qu'il puisse lancer l'installation. Donc, ça, c'est la première tâche nécessaire pour que la compilation se fait. Et puis, au niveau d'adaptation, ça, on estime, parce que ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le Figma, c'était au début réalisé par un développeur qui lui prend entre 6 heures de travail à une journée. Et alors qu'avec l'IA, on l'a vu en 5 minutes, mais on estime qu'avec l'adaptation, ça pourra être 3 heures de travail, compris l'IA et l'adaptation humaine. Donc, cela réduit donc en proportion 50% du temps de dev pour la partie front. Et surtout, lorsqu'on est sur des design systems, ça réduit encore plus le temps d'adaptation lorsqu'il n'y aura pas de traitement métier à faire. Donc, de toute façon, le code généré, il est opérationnel et on peut réutiliser le code, sauf que les traitements métiers ne sont pas pris en compte vu qu'on n'avait que c'est une juste authentification classique, mais si on parlera des traitements métiers, ça prendra plus d'adaptation. Voilà. Merci Mehdi. Donc, pour Cyril, c'est clair. Merci pour le feedback. Avant de prendre les autres questions, je vous propose juste, pendant que nos intervenants répondront aux questions, un deuxième sondage que je vous publie tout de suite, qui devrait pouvoir apparaître sur justement cette utilisation de l'IA pour réduire votre dette technique. Mehdi, du coup, une autre question qui était destinée de Benjamin. Quel bénéfice a utilisé cette solution versus les solutions déjà existantes, Figma, ToCursor, Replit, Devin ou autres?
Ben, les autres solutions, effectivement, ils servent à faire de la génération, mais pas pour juste expliquer le cas de Figma, par exemple. Ben, c'est un Figma, la récupération des informations de Figma, à peu près, c'est plus que 18 mégas sur une seule interface. Alors que 18 mégas de texte. Donc, et un LLM pour lui envoyer un 18 mégas de texte sur cursor ou autre, cela aussi, effectivement, puisse ben, partir encore plus. Ça dépassera énormément en termes de, de tokens. Et dit token, dit en termes de, d'eau. Et après, sur l'utilisation des LLM, ben, le cursor, sur l'instant, tu ne pourras pas mettre les différents agents qui se lancent l'un après l'autre. Celui avec le raisonnement, celui qui est spécialisé avec partie, la partie de génération de code qui était avec Costral dans notre cas. Voilà. Mais effectivement, Bolt ou même Windsurf, Cursor restent des bons candidats pour aider les développeurs à accélérer dans leur quotidien. Je me permets de rajouter un point ici, c'est que là, vous avez vu que l'outil est, on va dire, fait maison, il peut être connecté à des LLM de notre choix ou de votre choix. Et donc, en particulier, une entreprise qui a une infrastructure dans laquelle elle héberge son propre LLM, elle est complètement capable de l'intégrer et donc d'utiliser l'outil avec son LLM, ce qui est beaucoup plus intéressant en termes de coût. Alors que des outils SaaS comme Bolt ou Lovable viennent déjà avec une licence qui intègre le coût du LLM et donc on ne pourra pas choisir tel ou tel modèle. Effectivement, merci Yasser pour cette précision qui n'est pas négligeable. Je vois que Benjamin est en train de taper. Il y a quelques questions qui vont arriver. En attendant, j'en avais une qui était posée en question privée. Tu as évoqué ça rapidement, Mehdi, sur le temps gagné. Mais est-ce qu'il y a d'autres gains qui ont été constatés avec ce projet? Bah, principalement, pardon. Principalement, ce sont des gains en termes de qualité. La qualité de code généré, c'est un code produit aussi de niveau qui pourra partir directement en prod, d'une part. D'autre part, le temps consacré pour récupération des mesures de Figma, les différentes images, les différents euh, fonds, etc. Donc, c'est un temps non négligeable pour faire ça et l'adapter. Ben, c'est quelque chose qui était automatiquement mis, et même le mapping entre les différentes couleurs de Figma et par rapport au site web, les primary, secondary et warning, access error. Donc, tous sont des choses qui ont été récupérées depuis Figma et intégrées dans le code généré. Donc, cela, ça aidera à partir plus rapidement. Et du coup, effectivement, nous parlons d'une réduction à peu près de 50% du temps pour un développeur. Très bien. Merci, Mehdi. Donc, Benjamin, effectivement, précisait sa question, mais je pense que, effectivement, Benjamin, vous avez bien compris. Les bénéfices, c'est effectivement la maîtrise des coûts et la souveraineté dans le choix du LLM. On a une question de Nicolas, donc je la lis. Donc, il a été indiqué que l'efficacité dépendait notamment de la taille du projet. Est-ce que vous avez expérimenté vous-même cette limite? Et si oui, à combien êtes-vous allé en termes de nombre de lignes de code ou de nombre de fichiers? Ben, déjà, la première chose, il y a en termes de limites, c'est par exemple, il y a les tokens lorsqu'on est en train d'interfacer avec certains LLM. Donc, par exemple, ce sont des quotas de 4 millions de tokens par minute et ce genre d'informations qui prend énormément qui peuvent créer cette limite-là. Chose que vous avez pu voir déjà pour un petit truc, il y avait une séparation c'est un peu sur 7 fichiers préparés.
Ça veut dire que le Gemini, sur son raisonnement, on a fait 7 requêtes séparées à Mistral pour qu'il puisse faire la génération, d'une part. On est allé sur la limite qu'on a arrivé, il y avait tout le projet, tous les pages qu'on a pu traiter sans la partie, la partie documentation API, mais uniquement toutes les pages de Figma. Cela a pris déjà en termes de temps de réalisation beaucoup, mais ça génère la majorité des composants dès la première tentative. Et du coup, cela pourra, on a réfléchi d'ajouter la possibilité d'enrichir un projet existant. Donc, le cas c'est dans notre cas, donc d'ajouter plusieurs données à nouveau au LLM, d'ajouter les layers qu'il a loupé lors de sa génération. Voilà. Ok, merci Mehdi. On va avoir le temps juste de prendre une toute dernière question que Benjamin à nouveau pose. À combien estimez-vous le gain de temps pour la création d'un nouveau projet? Et est-ce applicable pour des évolutions sur un projet existant? Alors, je prends celle-ci. Je pense que ouais, l'estimation du gain sur un nouveau projet, c'est un peu les chiffres qu'a partagé Mehdi. En particulier sur un projet où il y a quand même beaucoup de front, on est très rapidement à 50% de gain, très rapidement, parce que on voit bien que l'outil est assez performant sur de la génération de front avec les frameworks React, Vue.js, etc. Sur les évolutions de projets existants, clairement oui. Maintenant, il y a beaucoup plus d'ingénierie sur les projets existants, en particulier pour capter la logique du back-end, la logique de la base de données, s'il y en a plusieurs, etc. Et donc, ces éléments-là ne sont clairement pas dans Figma, et ces éléments-là doivent être intégrés différemment. Donc, théoriquement, oui, mais c'est aussi là où il y a de l'intérêt de travailler main dans la main entre humains et IA, c'est rajouter toute cette logique-là sur les projets existants. Merci beaucoup Yasser. Eh bien, je vous propose qu'on s'en arrête là et qu'on termine sur cette question. Merci à tous les trois. Merci à tous d'avoir participé. Vous avez ici effectivement nos contacts si ça vous a intéressé, intrigué. Pierre, excuse-moi, à lire les résultats du sondage. Je vois qu'effectivement ça a été le cas. Vas-y Yasser. Oui, je me permets juste de rajouter un petit point, c'est que donc, on a beaucoup parlé de la dette technique. Avec GoEndev, on a travaillé sur d'autres sujets autour de l'IA pour l'édition du logiciel. Et donc, en particulier sur des logiciels d'entreprise, on a eu dans le passé un assez grand projet de paramétrage, donc d'automatisation du paramétrage en utilisant l'IA. Et donc, on voulait vous partager en avant-première qu'on prépare un webinaire aussi sur le sujet qui va arriver dans les prochains mois. Voilà. Tout à fait. Merci Yasser de le préciser. Effectivement, on va prochainement aussi organiser un webinaire sur le sujet qui sera sûrement très intéressant pour nos clients éditeurs logiciels. Et puis, bien sûr, on est à votre disposition pour aller un peu plus loin dans les échanges et voir comment, dans votre contexte d'entreprise, on peut aussi apporter cette valeur ajoutée qu'on a déjà déclinée chez plusieurs clients, quoi. Voilà. Super. Merci à tous encore une fois. Si vous avez raté quoi que ce soit, ça a été enregistré, donc vous recevrez très rapidement le lien du replay. Et on vous dit à très vite et au prochain webinaire. Merci à tous. Merci. Salut. Au revoir.